Europe 1. Le journal de 6 heures présenté par Charles L'Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Plus d'une semaine après la mort tragique de 3 fillettes au Royaume-Uni, les tensions toujours d'actualité dans une douzaine de grandes villes. Conséquence, hier, le gouvernement a annoncé la mobilisation de 6000 policiers et la mise à disposition de 500 places de prison pour écrouer les émeutiers. En marge de la colère et des heurts, l'émotion encore très vive à Southport, le lieu du drame. C'est ce qu'a constaté Geoffrey Branger, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Angleterre. À une encablure du centre-ville très animé de Southport, face au théâtre Atkinson, des dizaines d'habitants continuent plus d'une semaine après le drame à se recueillir. Chaque jour, ils déposent des fleurs, une bougie, un ballon, comme Karen qui n'arrive pas à contenir ses larmes. C'est un tel choc pour tout le monde, tellement perturbant. Avec ce qui s'est passé, nous pensons aux personnes qui sont affectées par cette tragédie. Les parents surtout. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'ils traversent. Tout ça me rend très fière, tout le monde se mobilise, tout le monde est ensemble, c'est juste magnifique. L'heure est au recueillement à Southport alors que partout ailleurs, des émeutes violentes secouent le Royaume-Uni. Des événements incompréhensibles pour Martine. Toute la communauté est rassemblée. Ces émeutes n'aident pas du tout et sont irrespectueuses. Ils n'ont pas de respect pour ces enfants. C'est bien trop tôt pour ça. Ils se servent de ce qu'il vient de se passer pour faire des émeutes. Dans cette station balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre, le calme est frappant. Il contraste avec les violences qui, cette nuit encore, ont touché le pays. 400 arrestations ont eu lieu ces derniers jours et plus de 6000 policiers sont mobilisés. Geoffrey Branger, l'envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni. À 7h40, je vous le disais, nous recevrons François Sichan, ancien conseiller à l'ambassade de France à Londres. Il nous donnera son éclairage donc sur ces émeutes et cette situation, notamment ces oppositions entre communautés en Grande-Bretagne. En France, les recherches ont repris hier en Haute-Saône. Le but, retrouver la jeune Lina. Cette adolescente de 15 ans disparue dans le Bas-Rhin depuis presque un an désormais. Après les Vosges, la semaine dernière, c'est désormais à 130 km du lieu de la disparition que les fouilles se poursuivent. Les recherches reprendront dès ce matin. 90 gendarmes sont déployés. Un mort et un blessé après une fusillade à Mulhouse. Cela s'est passé hier après-midi tout près du tribunal de la ville. À bord d'une voiture, les assaillants ont d'abord percuté la moto des victimes. Ils ont ensuite fait feu. C'est le conducteur du 2 roues qui est mort. Un homme a depuis été interpellé. Une arme a été retrouvée sur le lieu. Les précisions de Bilal Debiche pour le syndicat Unité GP Police dans le Haut-Rhin. 3 individus ont surgi à bord d'un véhicule et ont percuté un scooter devant eux. Et à la suite de ça, ils ont tiré sur les 2 individus victimes, dont une a reçu des impacts de balles dans le dos et est décédée suite à ses blessures. Apparemment, c'est pas du tout lié au tribunal. C'est des individus qui se connaissent sous fond de vol. D'ailleurs, l'individu victime était apparemment en garde à vue hier dans nos locaux à la CPN Wittenheim pour des mêmes faits, apparemment, pour des mêmes faits. Il y a un individu qui a été interpellé par mes collègues. D'ailleurs, je félicite mes collègues pour cette action assez réactive, sachant que deux auteurs sont frères avec un autre individu qui est non identifié pour le moment. Des propos recueillis par Antoine Bienvaux. Europe 1, il est 6h04. Aux États-Unis, la Californie vit au rythme des incendies depuis 3 semaines maintenant. Le nord de la Californie est en effet ravagé par le Park Fire, l'un des incendies les plus importants de l'histoire de cet État. Incendie qui n'est contenu qu'à hauteur de 34% pour l'instant. Aviv Afrid, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Aucune victime pour l'instant, mais des habitants qui vivent dans la peur. Oui, les images sont terrifiantes. Des arbres qui s'embrasent les uns après les autres comme s'ils explosaient, de la fumée qui transforme le jour en nuit. 6000 pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de circonscrire ce gigantesque incendie. La végétation avait prospéré dans cette région forestière après un hiver pluvieux. L'été très chaud l'a transformé en combustible. Plus de 1600 km² sont déjà partis en fumée, plus de 15 fois la taille de Paris. 6000 personnes ont été évacuées, comme Roger Campbell, interrogé par la chaîne KCRA. J'ai pris mon mobil-home, j'étais tout seul avec mon chien, j'ai pris le chien, quelques affaires, et je suis descendu à l'église du quartier à Chico. Suzanne Singleton, elle, habite désormais dans sa voiture avec ses 7 chiens. Sa maison a été entièrement détruite. Les choses peuvent être remplacées, mais je n'aurais jamais abandonné les animaux. L'incendie est d'origine criminelle. Un homme a été vu poussant une voiture en flammes dans un ravin. Le suspect a été arrêté et mis en examen.
Comme il est multirécidiviste, il encourt la perpétuité. Merci Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis toujours, où ça y est, maintenant on connaît le colistier de Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Il s'appelle Tim Walz, à 60 ans, est considéré comme progressiste. Gouverneur de l'État du Midwest depuis 2019, il n'était pas du tout favori au départ. Tim Walz sera donc vice-président si et seulement si la candidate du camp démocrate est élue le 5 novembre prochain. À la suite de l'assassinat à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, le Hamas a annoncé hier le nom de son nouveau chef. Yahya Sinwar, 61 ans, considéré comme la version palestinienne de Ben Laden par Israël. Quelques minutes après cette annonce, une salve de roquettes a été tirée depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Attaque revendiquée par la branche armée du Hamas. Israël, toujours en état d'alerte maximale, bien sûr, car sous la menace d'une riposte de l'Iran et du Hezbollah. Europe 1, il est 6h07. Les Jeux Olympiques maintenant. Alors on n'en avait pas l'habitude, mais on a vécu une première journée sans médaille hier pour la délégation française. Alors au rayon des bonnes nouvelles tout de même. Oui. L'exploit inattendu en basket des Français face au Canada. Victoire en quart de finale, 82-76 contre cet adversaire pourtant considéré parmi les favoris. Pour être honnête, personne n'y croyait. Surtout que la France restait sur une lourde défaite face à l'Allemagne. Écoutons la réaction après le match de Gershon Yabusele, le meilleur marqueur côté français. Il répond à nos confrères de France Télévisions. Ça a toujours été la même équipe de France. C'est juste que les médias, ils ont douté. Ils ont cru qu'on pouvait pas le faire. On a des périodes difficiles et c'est comme ça. On a su sortir la tête de l'eau. On a montré un visage différent. On a été poussé aujourd'hui. La morale de l'histoire, c'est il faut pas douter de nous. On a toujours été là. On sait ce qu'on est capable de faire. On peut pas douter. Voilà, il y a des moments durs, il y a des moments un peu plus faciles. Et c'est dans les moments durs qu'on voit qu'on doit montrer un autre visage. Et là, je pense vraiment qu'on a su montrer quelque chose de différent. Je remercie les fans, nos familles, tous ceux qui sont venus pour nous soutenir aujourd'hui. C'était une ambiance incroyable. On a la revanche contre les Allemands. Il va falloir tout donner et puis on va voir que la meilleure équipe gagne. Voilà la revanche contre les Allemands, car les Bleus retrouveront l'Allemagne. Ce sera demain en demi-finale. La France, au classement général des médailles, se classe désormais 4e. Aujourd'hui, parmi les rendez-vous à enjeu pour nos sportifs, la finale en boxe pour les moins de 63 kilos. Sofiane Oumia défiera son homologue cubain. En handball, les Français affronteront l'Allemagne en quart. En basket chez les femmes, quart de finale aussi contre l'Allemagne également. Et puis, nos volleyeurs de leur côté défieront l'Italie en demi-finale. L'engouement est évident autour de ces Jeux Olympiques. Comme on s'en doutait, l'événement dope la consommation à Paris. Oui, restaurants, épiceries, commerces de proximité, en particulier ceux qui se trouvent tout près des sites de compétition. Engouement qui a été mesuré. Visa vient de publier les chiffres, ils sont éloquents. Les transactions par carte bleue ont bondi de 26% en moyenne lors des 3 premiers jours de jeu. Le reportage d'Aurélien Fleureau, porte de Versailles, là où se déroulent plusieurs épreuves chaque jour. Comme beaucoup de commerçants parisiens, en juillet, Raphaël cherchait les touristes, mais depuis la cérémonie d'ouverture, plus besoin. On ne savait pas où ils étaient la veille des JO. On a l'impression qu'il y a un avion qui a parachuté les touristes dans la nuit. Et tous arrivaient. Ils sont tous super sympas. Ils consomment. Ils repartent au match. S'ils gagnent, ils reviennent. Ça fait des vagues qui se succèdent. Et du coup, en termes d'amplitude horaire, on travaille beaucoup plus. Les chiffres explosent. Le travail explose. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Même fatigue, mais surtout même sourire quelques mètres plus loin, au Bellune, un hôtel parfaitement situé dont les ventes en restauration ont augmenté de 200%. Les journées sont plus longues, il a fallu renforcer les équipes en interne, comme l'explique la directrice Caroline Boutin. Les forces vives que vous pouvez constater là aujourd'hui sont des gens qui sont en finance, au développement, qui sont en RH et qui sont venus prêter main forte sans forcément connaître notre métier. Quand on a le parc des expositions qui ferme parce que l'épreuve est finie et qu'on a une affluence de 1000 personnes d'un coup devant l'hôtel, il faut quand même être assez habile pour savoir servir des pintes. Chinois, brésiliens, slovènes, les grandes tablées défilent. Selon les chiffres de Visa, sur ces premiers jours des Jeux, ce sont les Américains qui ont dépensé le plus. Aurélien Fleureau. Justement, ce chiffre à présent, 23% des supporters qui viennent assister aux Jeux Olympiques sont américains. Et ils représentent tout simplement près d'un visiteur sur 4. Évidemment, pour eux, tout va bien, le moral est au beau fixe. Les USA occupent la première place au classement des médailles. Au-delà du sport, ils profitent aussi de la culture et de l'ambiance parisienne. Noé Chaillot est allé à leur rencontre. Ils se retrouvent chaque jour devant l'ancien siège de la Bourse, devenu l'équivalent du Club France pour les Américains, la Team USA House, mais le prix n'est pas équivalent. L'entrée coûte $350. Francine n'a pas les moyens, elle attend la sortie des athlètes stars.
Ils se sont très bien débrouillés et je pense que c'est merveilleux de voir à quel point tout le monde est heureux quand ils décrochent l'or. Les JO représentent encore beaucoup pour les gens et je pense que l'équipe américaine s'est incroyablement bien débrouillée et qu'elle peut être très fière. Les Américains sont surpris de voir autant de Parisiens sourire. Ça casse le cliché pour Amy qui agite de grands drapeaux des États-Unis. C'est génial de voir les gens sourire à Paris. C'est juste l'endroit où il faut être. Tout le monde est heureux et c'est agréable de voir autant de nationalités différentes réunies. Debbie est habillée en basketteuse de la tête aux pieds. Elle va d'une épreuve à l'autre grâce au transport en commun qu'elle trouve particulièrement fluide. J'aime le fait que la ville elle-même semble faire partie de l'événement, que tous les événements se déroulent suffisamment près les uns des autres. Nous n'avons pas à faire de longs trajets. Des touristes qui se disent conquis par Paris et l'accueil des Français, tant que ces derniers ne les dépassent pas au classement des médailles. Noé Chaillot. Effectivement. Des touristes qui pourront peut-être visiter, le musée du fromage, parce que c'est en plein Paris. Oui, avis à tous les fans de Maroilles, Lionel. Tiens donc, Roblochon, Comté, Camembert, véritable patrimoine de la gastronomie française. Le fromage a désormais son musée. Le tout premier vient d'ouvrir ses portes à Paris, sur l'île Saint-Louis. Alexis de la Fléchère s'y est rendu pour Europe 1. C'est quoi votre fromage préféré? Les poisses. Les poisses? Vous savez d'où viennent les poisses? Les poisses, ça vient de Bourgogne. Introduction ludique qui permet aux visiteurs de profiter des nombreuses cartes interactives du musée. Carte Google Maps, vous pouvez zoomer. Il y a un producteur et celui-là, c'est le dernier producteur des poisses fermiers au lait cru. Un savoir-faire unique et déjà de nouvelles idées d'excursion pour les visiteurs. Ça donne très envie d'aller voir dans les villages les artisans. Découverte des producteurs, découverte aussi de la grande histoire du fromage. Pasteur découvre que les bactéries dans le lait sont sensibles à la chaleur. On peut pasteuriser le lait. De l'histoire, on passe à la pratique. Pour fabriquer du fromage, il faut remplir le lait. Hop. Puis vient l'heure de la récompense. Je vais aller chercher un petit plateau de fromage. La dégustation commence. D'abord, on le regarde, ensuite on le sent, et ensuite, quand vous le dégustez, vous essayez de le faire passer partout en bouche, de manière à solliciter toutes les papilles gustatives que vous avez en bouche. Et le coup de cœur de Pierre, l'un des visiteurs, c'est la fourme d'Ambert. On avait les parfums, c'était vraiment extrêmement bon, crémeux, c'est ça que j'ai trouvé agréable. Et il y a de quoi faire, on compte à ce jour plus de 1200 variétés de fromage dans le pays. Et c'est ce qui rendrait le pays ingouvernable, selon Charles de Gaulle. Voilà. Il disait 238, je crois. Merci Charles Lullier, à tout à l'heure.